Keren, elle a fait un doctorat avec Julia Kristeva et Pierre-Marc de Biasi sur l'hébreu comme langue maternelle. Et je suis ravi qu'elle a accepté de participer dans cette colloque. Et comme on est très en retard, Keren. Bonjour. On peut trouver une attitude commune des communautés juives à l'égard de l'architecture. Elle est conçue comme un phénomène transitoire, un moment d'abri dans une chaîne d'étapes historiques sur le chemin de l'utopie. Ainsi, Amos Gitaï conclut-il sa thèse doctorale soutenue à l'Université de Berkeley en 1986. Dans ce travail, il s'intéresse au concept de communauté en transition et prend l'exemple de 5 communautés juives urbaines et de leur architecture. Dans le contexte de la dispersion des communautés juives à travers l'histoire, d'un peuple réduit pour la majeure partie de son histoire à l'exil et à la recherche des formes de l'utopie et de la rédemption, quelle place et quel espace pour l'archive? L'archive serait-elle réduite à l'impératif du Zachor, cette injonction de la mémoire liturgique qui réactualise, selon Yerushalmi, année après année, de façon cyclique pour chaque génération, la mémoire historique? Quel rapport entretient l'archive avec les processus de création dans la genèse de l'hébreu, nouvelle langue maternelle? En allant aux origines de ce concept dans la tradition hébraïque, on peut constater que l'on s'écarte de la double étymologie de l'arché grec, le commencement comme lieu de genèse possible, et de création et le commandement comme lieu de l'autorité et du pouvoir. À l'origine de l'archive hébraïque, l'étrangeté de l'exil est omniprésente et la destruction et l'annihilation jamais bien loin. Formée par la racine Gimel Nun Zain Gnaz, l'archive hébraïque renvoie d'abord et avant tout à une image, à un lieu, à un objet précieux. Je vais d'abord parler de ce concept et de l'évolution de sa représentation matérielle, architecturale et spatiale vers une représentation de l'occulte, de la dissimulation, de la disparition, voire de la destruction. Pour reprendre les termes de Derrida, il s'agit de l'impression et de ses traces. Après avoir développé la notion d'archive dans la tradition hébraïque, je parlerai de sa présence dans les procédés de recréation de la langue hébraïque. En effet, Eliezer Ben Yehuda, un des créateurs de l'hébreu moderne, considère que le mot est l'unité de la pensée. Il travaille à partir des archives et de l'archéologie littéraire de l'hébreu pour créer le substrat d'une nouvelle conscience. Dans le processus de création, il existe des réinterprétations, notamment dans la formation des néologismes. Je prendrai l'exemple des formes du mot « identité ». Donc, je vais d'abord parler de la représentation matérielle et spatiale de la notion d'archive. L'archive hébraïque est conçue comme un lieu de contradiction, au cœur de l'interprétation et des processus de figuration. Le mot archive, ganaz, vient du perse. Il est utilisé pour la première fois par Haman dans son édite contre les Juifs, que l'on retrouve au chapitre 3 du livre d'Esther, versets 8-9. Je cite: « Alors Haman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et a parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor ou dans les archives du roi. » En somme, le dépôt d'argent proposé par Haman, le proche conseiller du roi à Assuérus, dans son trésor en contrepartie de la destruction des Juifs du royaume de Perse, est ce trésor et ce lieu d'archives. Le roi refusa l'argent, mais l'édite fut diffusée à Suse, lieu de sa résidence. L'archive a un lieu, une architecture, un contenant, une structure. Sans entrer dans les significations du livre d'Esther,
ce texte engage à penser les rapports entre le fait théologique, le politique et l'éthique, à un moment de vie et de mort, la continuité d'un peuple devant sa menace d'extermination et la libération d'un peuple soumis au joug de la domination. Cette histoire, narrée au moment de la fête de Pourim, répète inlassablement ce moment du danger de l'extermination. Imprimée sur un rouleau, la Megillah d'Esther est un texte qui signe la fin de la période de la prophétie. Au niveau de la pensée rabbinique, donc post-biblique, selon Roland Goetschel, le livre d'Esther marque le passage de l'hébraïsme au judaïsme, du temps de la révélation à celui de l'occultation du divin. Freud en dira autant puisqu'il affirmera que ce n'est qu'après la destruction du peuple visible que l'invisible édifice du judaïsme a été construit. Peut-être que ces réflexions peuvent être formulées en lien avec les ruines du vieux quartier arabe de Haïfa de Wadi Salib, qui apparaissent dans le premier film de fiction d'Amos Gitaï. Archivé dans la mémoire de l'histoire, le nom de Dieu est absent du livre d'Esther. Il s'agit de l'unique livre de la Bible qui ne contient pas le nom du Créateur. Ce qui me mène à l'extension de la notion du trésor et du lieu de sa conservation au deuxième sens du terme gnaz, celui qui tend vers l'occulte et l'immatériel. Donc c'est une deuxième partie qui parle du sens de gnaz comme dissimulation, au sens de cacher, détruire, donc qui tend vers l'immatériel. À partir de la Mishnah et du Talmud, un autre sens pour le terme gnaz apparaît, et c'est celui de cacher et de disparaître. Il y a donc une transition vers l'immatériel. On peut l'apercevoir dans les textes rabbiniques sous la forme d'une transformation du trésor matériel des rois en trésor lieu d'archives de l'immatériel. Le roi Ézéchias, le roi monobase conservent ainsi dans leur trésor archives, ils conservent le Shabbat, des larmes pour l'homme intègre, l'esprit, la Torah. Mais comment conserver ces trésors abstraits, parfois spirituels et toujours immatériels? Voici ce que dit le Talmud dans le traité du Shabbat à propos de la conservation des larmes versées sur un homme intègre. À propos des signes de deuil en l'honneur d'un mort, la Guémara apporte différents enseignements. Quand une personne verse des larmes sur un homme intègre, Dieu les compte et les met en dépôt dans sa salle des trésors. Il est en effet dit dans Psaume 56:9 « Tu as compté mes errances, mets mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Liées aux pratiques de deuil, les larmes sont contenues et préservées dans les formes d'un lacrymatoire sacré. Par la conservation des traces de la tristesse, c'est comme si une part de la personne morte ne disparaissait pas, comme si ses larmes ne sécheraient jamais, comme s'il s'agissait d'un espace de conservation pour l'éternité. Mais il y a un exemple particulièrement notable dans la tradition juive pour concevoir l'archive. Quelques décennies avant la découverte des manuscrits de Qumran trouvés en Judée dans les grottes de la mer Morte, un contenu archivistique monumental est mis au jour par le plus grand des hasards. Il s'agit d'un lieu incroyable, dans le grenier de la synagogue Ben Ezra du Vieux-Caire, une église chrétienne copte qui est dédiée à Saint Michel, convertie en synagogue en 882. Dans un espace de 3 mètres carrés, a été découvert un dépôt d'environ 200 000 documents. Selon la tradition juive, un livre déchiré, s'il contient le nom de Dieu, ne peut être jeté. Il est donc envoyé au lieu de l'archive dans la Guéniza pour être conservé, occulté. On passe de l'absolue puissance de la matérialité, le trésor du roi et son lieu de conservation, vers le lieu de la conservation, dissimulation du nom sacré. Il n'y a pas de mémoire sans destruction, sans refoulement, sans oubli, ni d'archives sans espace possible. Cette découverte a provoqué une révolution dans l'étude de l'histoire juive. La richesse des documents a jeté une lumière sur la vie des communautés juives d'Espagne et du Maroc, à l'ouest d'Éden et d'Inde à l'est.
les documents de la Guéniza nous renseignent sur le mode de vie des Juifs du Moyen-Âge, leur vie communautaire et familiale, ainsi que le commerce et l'économie maritime et terrestre. Il existe des milliers de livres sur la halakha, la grammaire hébraïque, la pensée juive et la poésie du XIe au XIVe siècle. La communauté a conservé les documents cachés dans la synagogue qui servaient de lieu de collecte pour les textes du IXe au XIXe siècle. Certaines communautés juives, dont celle d'Alger, organisaient des rituels après la Pâque où les livres qui se trouvaient dans la Guéniza étaient enterrés. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise en hébreu ce terme, ganaz, il est utilisé à la fois dans le sens de détruire, comme détruire un papier ou un document, et dans le sens de conservation, comme lieu d'archive. L'archive hébraïque invite ainsi à penser au phénomène de double sens antithétique que formule Freud à propos des langues anciennes, lesquelles répondent au mode de figuration des processus oniriques. Il s'agit à la fois d'un lieu représenté spatialement et de sa destruction. Conserver, c'est sélectionner, c'est émonder, et le désherbage et l'élagage sont le principe de toute bibliothèque. Je passe maintenant à ma deuxième partie, où le mot est l'unité de la pensée, l'archive du néologisme. Parallèlement à l'apparition du cinéma et à la matérialisation de la représentation, émerge la science du rêve et de l'inconscient en 1900, qui abandonne la métaphysique pour aller vers la métapsychologie. L'archive y est conçue comme une trace mnésique qui contient un lieu, une topique, une dynamique et une économie à l'intersection entre le corps et la psyché. Par un investissement de la trace, par une parole animée de l'association libre, la levée du refoulement permet d'accéder à cette trace enfouie. Lorsque la représentation remonte dans les strates de la conscience, il y a une nécessaire et irréversible modification de la trace dans le passage des traductions psychiques d'une topique à une autre, des processus primaires aux processus secondaires. Et c'est dans ce contexte qu'Eliezer Ben Yehuda publie son premier dictionnaire dans le journal Hatzvi et qu'il nomme une rubrique spéciale pour la langue qu'il appelle Ginzei Lashon, donc toujours cette même racine de ganaz, et qui renvoie les lecteurs du quotidien à la notion d'archive, trésor-archive. En 1900, un nouveau mot apparaît dans le champ de la conscience hébraïque, celui d'identité. En effet, l'hébreu, langue maternelle, est aujourd'hui parlé quotidiennement par des millions de locuteurs, mais pendant près de 2 millénaires, ce n'était pas du tout le cas. Depuis le début de notre ère, l'hébreu s'était trouvé réduit à un statut de langue essentiellement liturgique, religieuse et littéraire, utilisée principalement par les hommes. Sa réémergence constitue un cas linguistique exceptionnel sur lequel je me suis appuyée pour comprendre la genèse d'une langue maternelle à partir de ses archives. La diaspora, ce terme qui signifie la dispersion d'un peuple à travers le monde, renvoie, en ce qui concerne les mondes juifs, à plusieurs heures géographiques, à plusieurs espaces, à plusieurs temporalités et à de nombreuses langues. De territoire en territoire, les Juifs avaient coutume, dans un certain nombre de contextes, d'investir les langues des terres qu'ils allaient habiter. Les langues de la diaspora, que ce soit le judéo-espagnol, le judéo-arabe ou le yiddish, avaient en commun cette singularité de conserver de multiples références, allusions, métaphores à une langue commune, l'hébreu. Et l'hébreu moderne subsume toutes les époques de la diaspora. Il ne suffit pas de créer une langue pour se l'approprier. Cette dernière doit être sous-tendue par une volonté ou un désir commun. La création est un premier pas vers l'adoption d'une nouvelle langue. Néanmoins, l'histoire des langues le montre, elle ne se réduit pas à l'étape créative. Cette dernière doit être suivie par une étape complémentaire et essentielle, à savoir une démarche groupale, sans quoi elle demeurerait en suppléance. Elle doit également comporter un fondement émotionnel, un substrat subjectif.
Si l'on disait à chacune des personnes de cette salle de cesser de parler leur langue maternelle et de parler une autre langue, aussi proche soit-elle de la leur, comme par exemple l'italien ou l'espagnol pour un locuteur français, il serait aisé de mesurer l'ampleur de la tâche. Imaginez ne plus parler la langue de votre enfance. Imaginez ne pas transmettre à vos enfants la langue que vous ont transmise vos parents, celle de vos ancêtres. En quelques décennies, chez ceux qui constitueront la population israélienne, de très nombreuses langues ont été tues. Et ce serait un euphémisme que de dire qu'il s'agit là d'un bouleversement. Connu pour son travail de refonte lexicographique qui a révolutionné la langue hébraïque, Eliezer Ben Yehuda est considéré comme le pionnier dans le processus d'avènement de l'hébreu comme nouvelle langue maternelle. En adoptant une démarche qui ressemble à celle de l'archéologue, le lexicographe cite les occurrences et les sources dont proviennent les mots de l'hébreu, biblique, médiéval ou moderne, dans le Thésaurus Totius Hebraitatis. Il recueille à travers le monde des centaines de milliers de citations, plus de 500 000 figures dans son dictionnaire, pour édifier l'hébreu à partir de ses strates textuelles et en faire une langue de communication quotidienne et moderne. Cette entreprise a une visée sociétale, celle de transformer une société à l'état naissant par l'utilisation effective et quotidienne d'une langue hébraïque qui, jusque-là, était essentiellement utilisée dans le cadre de l'étude et de la prière. L'impact de ce projet sur les plans éducatifs, médiatiques, politiques et religieux a été déterminant pour la culture hébraïque moderne, laquelle s'est résolument inscrite dans un processus de laïcisation où le multilinguisme a joué un rôle essentiel. Eliezer Ben Yehuda considère que la connaissance de la langue et sa maîtrise passent d'abord par une connaissance du mot, du signifié. D'une certaine manière, il soutient que l'unité est plus importante que la globalité. Dans son travail pour recréer la langue hébraïque à partir de ses sources textuelles, cette genèse d'une nouvelle langue maternelle s'effectue à partir de traductions psychiques et de traductions langagières. Ainsi, Ben Yehuda parcourt-il le monde et les corpus littéraires différents comme s'il cherchait à cerner le début et la fin de la langue, ses moments de rupture, ses seuils et ses transformations. J'ai considéré ce processus comme semblable à celui de l'archéologue qui reconstruit un édifice en ruine avec les éléments retrouvés sur place, procédé qui est appelé anastylose. Par l'anastylose, la restauration de vestiges linguistiques à partir de leurs matériaux retrouvés sur place, le passé se trouve remanié par une visée future, une arborescence idiomatique sur le terrain du sens. L'hébreu est une archélangue, dans le sens d'une langue non pas archétypale, se référant à l'origine, mais comme une langue édifiée selon une succession de couches dans une conception verticale et horizontale. Comment Ben Yehuda forge-t-il donc le mot « identité » ? Dans son article sur le terme, le lexicographe nous informe de ses hésitations. Il cherche d'abord à rapprocher l'identité de l'essence. Il pense ainsi au terme de « mi-hout », qui être, qui se rapporte à l'essence « mahout », que être, de la question « ma » en hébreu. Elle se formule comme une archive, un questionnement sans réponse. Qui être ? Mais Ben Yehuda considérera que l'identité ne peut être posée comme une question et choisira un autre terme, zehut, qui signifie être cela. Dans les néologismes, chaque mot, comme forme exécutée d'une désignation ou dénotation, pourrait potentiellement se présenter d'une manière différente. Ce sont ces jeux de langage qui ont trouvé une validité dans le champ énonciatif, où l'archive se présente, dans sa forme moderne, comme une radicalité de la représentation. Merci pour cette invitation à Bayakar et merci pour votre attention.